On m'a reconnu là sur la photo, pas besoin de me présenter. Je suis arrivé à l'Observatoire de Meudon en 1975 grâce à André Mangenet. André est là. En tout cas, je voudrais lui dire merci. Elle est sortie. Bon. On m'avait installé dans un petit bureau au bout du couloir du bâtiment 16, là, à l'étage des chercheurs. Et quelques semaines après, André est venu me voir en me demandant si je voulais bien permuter avec Guylaine de Genouillac, qui se trouvait dans le bureau de Catherine. Et j'ai évidemment dit oui. J'ai sauté au plafond en 5 minutes. J'étais installé pour 27 ans du bureau de Catherine. Je ne suis pas sûr que je serais resté à l'Observatoire de Meudon. Parce que ma première rencontre avec le directeur de laboratoire de l'époque s'est terminée par un « et j'aimerais bien qu'on se tutoie, ça faciliterait nos rapports ». Vous avez reconnu la personne, c'était Jean-Louis Steinberg. Et voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Catherine et elle m'a fait aimer l'observatoire et découvrir l'observatoire, le village observatoire, Paris, Meudon, Nancy. Ça a été 27 ans de bonheur de travailler à l'Observatoire avec des personnages à la Jacques Cartier. Et donc, j'ai collaboré avec Catherine au début sur les études des ondes dans la magnétogaine. Je ne vais pas parler de ce travail-là parce qu'il a été amplement, disons, commenté aujourd'hui. Je dirais que Catherine a aidé beaucoup de gens qui m'en rendent compte. Et elle avait sur chacun de nous un regard lucide, un regard serein et un regard bienveillant. Un regard bienveillant tout naturellement, bien avant que la bienveillance soit enseignée dans toutes les écoles de ressources humaines. Elle a aidé beaucoup de monde. Je crois qu'elle vivait simplement ses valeurs chrétiennes. Et la science de tout ça. Alors, je viens de dire qu'on a travaillé sur les ondes de basse fréquence à magnétogaine. On a travaillé également sur un article avec Shadi Salem sur les données de Wien et une analyse de propriétés thermodynamiques des électrons du vent solaire à une unité astronomique. Et en particulier, on a travaillé sur la conductivité thermique. La présentation est un peu la continuité de ce travail. Je vais parler de la température électronique du vent solaire la température électronique du vent solaire. C'est un article, des 2 articles qui ont été publiés avec Shadi il y a 2 ans. Catherine, l'année dernière, et Catherine a été à 6 articles avant la publication. Le but de cet article, de ce travail, c'est d'étudier les processus qui régissent l'évolution de la température électronique le long de l'extension radiale du vent solaire. J'ai utilisé un modèle phénoménologique, c'est-à-dire que j'introduis dans l'équation de la température des électrons la forme conservée du flux de chaleur. C'est un travail qui a été inspiré par un article de Nicole Meyer et de Karine Issautier qui ont publié en 1997 les lois génériques de la température des électrons dans l'approche exosphérique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction électron-particule, électron-électron. Donc, je me donne le flux de chaleur, parce que ça pointe ici, UE égale proportionnel à R, la puissance alpha. Cette loi est toujours observée dans les analyses de données du vent solaire, et c'est évidemment en expansion sphérique. On a ici l'équation de la température, TE, TP, les températures électroniques et photoniques, R, la distance radiale du Soleil, V, la vitesse du vent solaire
je peux considérer constante ou légèrement variable, c'est l'expansion. L'expansion, le de chaleur, plus P la fréquence de collision électron-proton, mais comme on s'intéresse à des distances supérieures à 10 rayons solaires, on peut considérer que les interactions et les collisions électron-proton sont négligeables. Donc, ça simplifie de beaucoup l'équation de la température. La solution de cette équation est une solution simple. C'est une différentielle de ordre, PE, R à puissance moins 4 tiers, donc c'est une contribution adiabatique. Et puis, on a une constante C, une conséquence d'un flux de chaleur avec la quantité I qui est donnée à droite. Il faut considérer deux cas en fonction de l'exposant alpha. Le cas le plus général, c'est alpha différent de moins 10 tiers. Et dans ce cas-là, on a la valeur de la constante. Ici, c'est la constante. R0 une distance à l'origine. On considère maintenant le cas lorsque la constante C est égale à 0. La constante C apparaît dans cette relation à l'expression de TE. Lorsque la constante C est égale à 0, l'expression de la température est donnée par ça, par celle-là, par cette expression. On voit que dans ce cas-là, la température électronique est complètement gouvernée par la dissipation du flux de chaleur. On a appelé cette situation-là heat dissipation dominated expansion du vent solaire. Et dans cette situation, avec C égale 0, le flux de chaleur à l'origine R0 est une valeur, a une expression convective qui est ici. Dans le cas où la constante C n'est pas égale à 0, on définit un flux de chaleur critique qui permet d'avoir une expression de la température qui s'écrit ici. QE en R0, c'est la vraie valeur du flux de chaleur. QC en R0, le QC, le flux de chaleur critique, c'est l'expression du flux de chaleur dans le cas où la constante C est égale à 0. Donc là, dans ce cas, on obtient la loi suivante de la température électronique. Il contient deux contributions, un refroidissement adiabatique ici et la contribution de la dissipation du flux de chaleur à l'évolution de la température. On a appliqué cette équation, cette expression de la température à des simulations de Landi et Pantellini, simulations publiées en 2012. Donc ici, je présente l'expression de la température, l'expression générique de la température. Dans le cas d'application aux simulations de Landi et Pantellini, nous obtenons cette loi de la température électronique entre 0,3 unités astronomiques jusqu'à 6 unités astronomiques qui étaient dans la boîte de simulation. Ici, on voit qu'on a une importante contribution adiabatique de la température et la contribution du flux de chaleur à l'évolution de la température. Ici, en pointillé, ça représente les simulations numériques, la valeur des simulations numériques de la température électronique, et en trait continu, c'est la température exprimée par cette loi obtenue. Alors, pourquoi y a-t-il une contribution adiabatique ici? L'explication que l'on donne, c'est qu'au début, à l'origine des simulations à 0,3 unités astronomiques, la fonction de distribution des électrons est une maxwellienne. Et il faut une certaine distance, il faut un certain nombre de collisions pour que le flux de chaleur se forme et ensuite contrôle l'évolution de la température. Ce cas-là, j'ai oublié de le dire, c'est un cas où l'expansion est le long du champ magnétique.
Maintenant, on a considéré une expansion où il y a un champ magnétique IMF spirale donné par le champ le modèle de Parker. Dans ce cas-là, l'équation de la température est donnée par ça, et on trouve ici contribution du flux de chaleur, cosinus phi est l'angle entre la direction radiale et la direction locale du champ magnétique interplanétaire en R. Le champ magnétique est considéré ici, c'est le champ magnétique de Parker. Et l'équation, lorsqu'on a mis le modèle de Parker dans l'équation, on obtient cette expression. Donc là, j'écris de nouveau la température électronique avec cette expression qui est égale à cette intégrale et pareil, la même structure, la constante d'intégration, c'est S qui s'exprime de cette manière. Lorsque θ, c'est la colatitude, lorsque latitude est constante, on obtient une expression analytique de la quantité I et donc une expression analytique de la constante C. Donc, on considère premièrement la constante C égale à 0. On a cette expression de la température avec deux contributions. Il y a la contribution de la dissipation du flux de chaleur ici, et puis il y a la contribution du champ magnétique. Cette expression J s'exprime de cette manière avec les fonctions mortelles qui sont des fonctions géométriques. Le flux de chaleur critique pour un C égale constant d'intégration égale à 0 s'exprime de cette manière-là. Et lorsque la constante d'intégration C n'est pas égale à 0, on introduit de la même manière que précédemment un flux de chaleur critique qui permet d'exprimer la température électronique. Qui devient la même expression que dans le cas C égale 0, mais qui est valable pour toutes les valeurs de distance R, et la loi de la température s'écrit de cette manière, avec la même structure que dans le cas de champ magnétique radial. Ici, on a la contribution du refroidissement adiabatique, et ici la contribution de la dissipation du flux de chaleur qui est liée au champ magnétique interplanétaire. Cette expression est valable pour toute latitude constante. Ici, ces figures montrent, disons, l'effet, je voulais souligner l'effet du champ magnétique dans le plan équatorial du Soleil, hélio-équatorial. On va regarder, par exemple, donc, les effets dépendent du paramètre alpha dans le paramètre de puissance du flux de chaleur. Pour un alpha égale moins de 9e, on regarde ces courbes-là et on voit que le champ magnétique n'a pas d'effet sur l'évolution de la température électronique. Pour un alpha égale moins 2,4, on voit que là, il y a un effet évidemment du flux de chaleur et aussi un effet du champ magnétique. Ici, c'est la courbe obtenue avec l'IMF dans le champ magnétique, et ça, c'est la courbe obtenue avec un champ magnétique, sans champ magnétique ou un champ magnétique radial. Donc, on voit un effet. Et lorsque le alpha du flux de chaleur devient très grand, moins 2, et on aurait donc une augmentation de la température par rapport à la valeur initiale en R0. Mais ce cas-là est assez, n'est pas physique, parce que dans ce cas-là,
le flux de chaleur serait, bon, avec un alpha égale moins 2, le flux de chaleur devient très important. Il est plus important que le flux de chaleur c'est l'énergie. Donc ce cas-là n'est pas possible. Ici, ça c'était un cas avec C, il y a une erreur. C'était un cas avec la constante C égale 0, alors que ici, c'est un cas obtenu avec la constante C différente de 0 et avec aussi un flux de chaleur électronique à la frontière du free streaming électron à 0,1. Donc ici, on a des valeurs également pour alpha égale -2 pour vous montrer que cette courbe-là est beaucoup remontée et qu'on a également pour alpha égale moins de neuvième, on n'a pas d'effet du champ magnétique sur l'évolution de la température électrique. Pour préciser, la raison pour laquelle moins 2,9 pour alpha, c'est parce que ça vient des données Ulysse qui Facsimile et compagnie dans les années 90. C'était la meilleure loi de puissance pour fitter le flux de chaleur observé. Dans le plan de Dupuis. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'on a regardé ça. Mais disons, ces données de signes renferment le vent solaire lent, le vent solaire rapide. Donc tout est mélangé. Tout est mélangé, donc on ne peut pas avoir trop confiance. Et voilà, enfin, on l'a montré là. Disons, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque le alpha du flux de chaleur est inférieur à 2,7, il n'y a pas d'effet du champ magnétique sur l'évolution de la température électronique dans le plan de vie. Nous avons appliqué cette loi de température aux données Ulysse à haute latitude entre 1,2 solaire et 2,3 solaire. Et l'intérêt de ces données, c'est qu'il y a une excellente mesure de la densité, mesure maison de l'espace. Il y a une excellente mesure de la température électronique également. Et il y a une mesure de la température électronique totale par le chat qui faisait une thèse ici. Et donc, dans ce cas, disons, ce cas est également intéressant à analyser parce que la colatitude du satellite variait entre 40 et quelques degrés jusqu'à 80 degrés. Donc, il a fallu, on ne peut pas appliquer directement les formules montrées précédemment. Il a fallu se donner un modèle du champ magnétique et également la fameuse projection, le fameux angle cosinus alpha entre la direction locale du champ magnétique et la distance radiale. Lorsque tout ce travail est fait, on obtient, pour la température totale, on obtient cette expression. Et lorsqu'on fit cette expression, cette loi de température obtenue par rapport aux observations, on s'aperçoit que cette température théorique sous-estime la température totale observée. La raison est que ça veut dire que la dissipation du flux de chaleur ne permet pas d'expliquer la totalité de la température électronique, ce qui n'est pas surprenant parce que dans ce travail, il n'y a pas de contribution à l'interaction onde-particule qui est certainement, disons, à l'origine du halo de la fonction de distribution. Donc, on s'est rabattu sur la température cœur-halo, la température cœur-strale. Il n'y a pas de température cœur-strale, mais on a fait l'hypothèse que la température cœur-strale avait la contribution du strale à la température cœur-strale était la même, dans la même proportion que la contribution de la température cœur-strale à les données Wien observées à une unité astronomique. Et avec cette hypothèse,
nous obtenons cette loi de la température Keurstrahl avec une très faible contribution de la contribution adiabatique. Et on peut dire que la totalité de la température électron-Keurstrahl dans ces études, dans ces observations ULIS à haute latitude est très bien expliquée par ces lois de la température. En conclusion, le modèle phénoménologique avec cette loi de température procure une expression analytique de la température radiale des électrons de fond solaire pour les distances radiales à colatitude constante. Cette température est gouvernée par 3 effets quantifiés tout au long de l'expansion: un refroidissement diabatique, la dissolution du flux solaire, un effet du champ magnétique interplanétaire. L'application de cette loi explique bien la température constante des mesures X à haute latitude, elle est due à la dissipation du flux de chaleur et de l'effet de l'IMF. L'effet du champ magnétique là est très important. Si on ne considérait pas l'effet du champ magnétique, on sous-estimerait la température. Alors maintenant, je peux dire que je suis impatient d'appliquer cette loi aux données Parker Solar Probe. J'espère que mon message sera entendu dans la salle. Merci. Une question de pure curiosité. Est-ce qu'il y a un argument physique simple, intuitif, pour comprendre ce que signifie cette valeur critique alpha égale moins d'ITR? Non, c'est simplement, disons, une valeur qui était, on va dire, pratique pour disons, exprimer la température électronique. Quand le flux de chaleur est égal au flux de chaleur critique, il n'y a pas d'effet adiabatique. Ça revient à la constante C égale 0. L'expression de la température, la température s'exprime très bien avec ce flux de chaleur critique. Quand le flux de chaleur est égal au flux de chaleur critique, on a la loi de température est complètement expliquée par la dissipation du flux de chaleur. Il n'y a pas de contribution adiabatique de refroidissement diabatique. Juste une remarque que les données existent. Mais moi, j'ai cette question. Je me retourne vers Chaly, mais les données existent. Non, Parce qu'elles sont justement, bonnes. j'ai une question. Voilà. Tu vois, Mélan, ces données, apparemment, ce n'est pas la température totale mesurée avec le heat shield. On n'a pas accès aux températures. Si. Mon conseil, c'est la personne qu'il faut demander, celle qui connaît le mieux et l'instrument et la meilleure analyse. C'est Jasper Alekas. Mais Jasper m'a dit que le traitement qu'il a fait, c'était un traitement un peu initial, où il a fait des choses. Vous utilisez déjà les données initiales. J'en connais pas le meilleur, mais bon, après, c'est... Mais on pourrait, moi, j'en ai parlé à Jasper, qui m'a dit que je vais passer les données. C'est super. Est-ce que Chaly a le temps d'analyser les données? Non, je ne les ai pas encore, mais je peux les demander. D'accord. Et on Je pourrait... vais le voir à la GU, je te le demande. Avec Karine. Si vous avez besoin de la température des électrons, vous allez passer de l'IOTA 2023 qui déduit la température électronique totale à partir des spectres radio du QTN. Donc là, ça a été fait sur les 10 premières orbites de Parker Solar Probe. Et là, avec le nouvel étudiant qu'on va avoir en thèse, il va aussi regarder les effets du spectral parce que la température totale qui est donnée sur les 8 premières orbites, c'est parce qu'elle est valable parce qu'il y a peu de type 3 et donc ça produit peu de mesures, mais au fur et à mesure du temps, le cycle solaire étant plus important, on a plus de type 3, donc il va y avoir un effet sur la détermination de la température électronique totale. C'est pour ça qu'on n'a pas publié le reste des données. Et donc là, il faut faire une étude plus approfondie sur l'ensemble du spectre. Mais pour l'instant, de regarder sur les premières orbites, de regarder le papier
et j'ai le fichier de données de température. Et ben voilà, à la maison. Liu, il est chez nous, je peux lui demander. Voilà. En plus. Et mon conseil, effectivement, pour la température totale, mais ils ont besoin, je crois qu'ils ont besoin de la température cœur à l'Austral, parce qu'ils veulent Alors, en tout découper. cas, on l'a aussi. Oui. On n'a pas les Bon, bah, Non, mais il faut combiner. À mon avis, mon conseil, c'est de combiner les deux jeux de données. Ouais. Vérifier déjà si. Il faut le flux de chaleur aussi. Il faut le flux de chaleur. bah, Jasper a calculé le flux de chaleur. Il a calculé. À la touche. Bravo. C'est sûr de se rencontrer. Et ben voilà, c'est génial. Ouais. C'est génial. Merci Daniel.